Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le lancement du centre de formation professionnelle de transfusion sanguine. L'activité a fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce matin par le ministre de la Santé. Un gazoduc pourrait relier dans les prochaines années le Maroc et le Nigeria. Les deux pays en rêvent en tout cas. Leurs dirigeants ont procédé au lancement de l'étude de faisabilité du projet ce lundi. Vers la formation du nouveau gouvernement en France, la composition de l'équipe d'Édouard Philippe devait être dévoilée ce mardi. Une actualité relative aux droits humains. Pour commencer ce journal, Amnesty International lance une nouvelle campagne au profit des défenseurs des droits humains. Elle annonce Osons le courage. Le lancement de cette campagne du Bénin a eu lieu ce matin à Cotonou. Cela vise à attirer l'attention de la population béninoise sur la situation des défenseurs des droits humains dans le monde, en Afrique et au Bénin, et encourager les populations à revendiquer leur liberté en vue de garantir un monde où chaque personne connaît et peut exercer ses droits, entre autres. On en saura davantage dans les prochaines heures grâce à Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Une question dans ce journal, y a-t-il une place pour l'éthique en politique? Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser, peut-être ou pas. Les transhumances politiques et les récents événements observés au Bénin, dont les changements de camp notés chez certains parlementaires, avec pour conséquence la formation du bloc de majorité parlementaire, peuvent susciter l'interrogation dont je vous parlais. Et voici ce qu'en disent certains Béninois. Politique, quelle place pour l'éthique? C'est un sujet de Frédéric Serplan et Romaric Devoché. La politique est un sujet de prédilection pour les Béninois. Depuis les dernières joutes électorales et les bouleversements politiques en cours, une préoccupation se fait plus persistante au sein de l'opinion. La politique se fait-elle sans l'éthique au Bénin? Martin Assogba, membre actif de la société civile et président de l'ONG Alcré, semble avoir, lui, une réponse. Si vous suivez la politique d'autres pays, même celle de la France, dont nous sommes tributaires, vous pensez que sous des cieux, il y a ce qu'on appelle l'éthique dans la politique? Il n'y a pas d'éthique dans la politique. Le politicien, il suit le vent selon ses intérêts. Les politiciens ne me cœurent pas. C'est leur job. Des gens qui étaient avec l'ancien président Yahi Boni, qui l'adulait, qui disait si Yahi Boni dit d'aller en avant, ils iront en avant. S'ils disent d'aller en arrière, ils iront en arrière. Mais aujourd'hui, vous entendez leur langage? Parce que les choses ont changé. Toutefois, avec le sociologue Jacob Djossou, Martin Assogba relativise. Il y en a qui tentent d'imprimer un peu d'éthique dans leur comportement. Mais ils ne sont pas nombreux. Parce que lorsque vous avez aussi le bonheur du peuple à cœur et qu'il y a des alliances qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant pour mieux servir, c'est bien de changer. Mais ces moments-là, ils observent chaque fois. Chaque fois. Et on se demande, mais est-ce qu'il y a une règle là qui dicte le comportement de nos autorités politiques? Et je crois que cela a déserté le forum. Une désertion qui impacte déjà négativement la jeunesse, selon Martin Assogba. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont aussi dans la politique, politicienne, et qui font déjà exactement comme ces personnes-là. C'est-à-dire, dire des contes vérités pour eux, c'est zéro, c'est rien. Eux, ils s'en fichent. Cette absence de l'éthique dans la politique remonterait au non-dit de la Conférence nationale de 1990, selon le sociologue Jacob Djossou, qui pense qu'il est temps de remettre le sujet sur la table au regard de son importance dans la gestion des affaires publiques. Nous devons avoir le courage aujourd'hui de nous dire de quel type de leader nous avons besoin. Quelles sont les valeurs qui vont fonder leurs actions? Oui, parce qu'en parlant de l'éthique, ça touche aussi la morale. Mais si ces valeurs-là ne sont pas confessées dans des familles, on ne pourra pas l'avoir dans la société. Parce que toutes ces personnes sortent des familles. Et vous savez, dans le passé, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des valeurs et des principes qu'il ne faut pas violer dans les familles. Placer l'éthique au cœur de la politique,
Une lourde tâche qui incombe aux électeurs et aux politiques, conclut Martin Assogba. S'ils veulent se faire considérer, s'ils veulent avoir une bonne image, c'est à eux de savoir comment se comporter aux yeux des populations. Parce que, et aux yeux de leurs enfants, mais c'est aux populations de les mettre au pas. Si vous ne voulez plus que ceux-là fassent comme des girouettes, c'est de ne plus voter pour eux. Dans l'actualité également, le lancement du centre de formation professionnelle en transfusion sanguine. Cette activité, je vous le disais, faisait l'objet d'une conférence de presse, conférence tenue par le ministre de la Santé au sujet de ce centre, ajoutons qu'il permettra d'assurer la qualité, la disponibilité et une utilisation rationnelle du sang et de ses dérivés. C'est Laurent Tonné-Ikes qui suit pour nous cette actualité. Peu d'histoire, on évoque l'esclavage, un phénomène qui a fait de Ouidah dans le passé une plaque tournante de ce trafic d'êtres humains. Aujourd'hui, je vous emmène sur le parcours que devaient effectuer les esclaves avant leur embarquement sur la route de l'esclave. C'est un sujet d'Ibrahim Oruna. Une route de l'esclave bien structurée, cela se trouve à Ouidah, signe manifeste d'une ancienne plaque tournante de l'esclavage. Restaurée en 1992 à l'occasion du Festival international des arts et cultes vaudoun dénommé Ouidah 92, elle était empruntée par les esclaves avant leur embarquement. 6 étapes la composent, dont la première est la place aux enchères. Là, on vendait nos aïeux. Là, le troc se faisait. Et quand je disais le troc, c'est pas de donner de l'argent. Les Européens venaient là. Nous avons connu 5 pays européens. Il y a les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, les Hollandais. Et ces pays-là, ils sont tous installés à Ouidah ici. Ils ont leur fort. Et quand les marchandises, nos aïeux, arrivaient au marché, ils venaient. Contact permanent avec l'obscurité. Et le pire encore, tous leurs besoins intimes se faisaient dans la case. Uriner, chier là, c'est sur place. Et on les donnait à manger une fois tous les 2 jours. Ceux qui ne réussissaient pas l'épreuve de Zomaï et qui y rendaient l'âme, et même ceux agonisants, étaient enterrés dans une fosse commune. La fosse est réservée pour les esclaves malades, fatigués, les morts, ceux qu'on a qualifiés des agonisants. Et si par exemple on laisse un malade rentrer chez lui, et par chance, il a eu la chance de se guérir, alors il peut toutefois dévoiler le secret. Et dans cet objectif, on les enterre vivants, dans la fosse commune. Les plus résistants et physiquement aptes à faire le voyage transatlantique sont soumis à un dernier rite. Ceux qui sont résistants, avant de venir à la porte non-retour, on les obligeait maintenant à faire le tour de l'arbre 3 fois chacun, dans le sens de faire retourner de leur âme, de leur souffle. On appelle ça l'arbre de retour. Retour mystique et non retour physique. Et quand ils faisaient le tour, dans le monde spirituel, ils sont attachés à leur terre. Parce que chez nous, en Afrique, particulièrement dans Dahomey, la mort c'est une vie passagère. Il faut immortaliser l'âme. Donc on demandait à ces esclaves de faire le tour dans l'objectif qu'après leur mort, leur âme devrait venir.
Étape finale de la route de l'esclave, la porte du non-retour. Tout au long de la côte servait pour l'embarquement. Tous les bateaux restaient au large de la plage. Et on devait mettre nos aïeux dans des petites chaloupes vers le grand navire. Ce qui crée la mort de plusieurs esclaves du Dahomey. Ça veut dire quoi? Imaginez nos aïeux qui venaient de Savalo, un peu du centre du Bénin vers Abomey, qui n'ont jamais vu l'océan. En venant sur cette plage de Djegbadji, ils voyaient l'eau et le ciel à l'horizon comme ça. Ils se demandaient où allons-nous. Beaucoup d'entre eux préféraient mourir sur la terre que de mourir dans l'eau. Il y a des gens qui tombaient par terre, enchaînés. Ils mangeaient le sable pour mourir. Le pire encore, ils ne sont pas habitués aux pirogues. Quand les pirogues s'agitent, si quelqu'un fait le mouvement de se jeter à l'eau, il entraîne les autres. Donc ça arrivait que les petites pirogues se vidaient même à mi-chemin. Donc regardez bien comment ils sont enchaînés. C'est le départ de nos aïeux comme ça, vers le dernier sort qu'on appelait la porte, le destin, la porte du non-retour. Donc ce côté que vous voyez de la porte où nos aïeux tournaient droit à la ville, c'est ça qu'on appelle la porte de non-retour physique. La porte de retour physique. De nombreux esclaves partaient ainsi vers des destinations inconnues, certains pour y être employés aux travaux domestiques et à la vente de volailles, d'autres pour tout simplement travailler dans les champs de coton, de riz ou encore de canne à sucre, avec la constante menace du fouet. Actualité en dehors du Bénin, la crise en Côte d'Ivoire, on en parle encore. Je vous disais hier que la situation du pays était tendue du fait de la mutinerie des soldats ivoiriens qui règnent. Des tirs ont été entendus dans plusieurs villes du pays, dont Bouaké. C'est dans ce contexte que le gouvernement ivoirien a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec les soldats mutins. Nous rapporte AFP, cet accord n'est pas reconnu par un soldat mutin que vous propose d'écouter. Nous avons appris ça par la voie des médias, qu'il y avait eu un accord avec notre contingent. Mais là, je me demande bien avec qui est-ce qu'ils ont pris cet accord. On ne le reconnaît pas, nous sommes fermes. Notre décision est celle que connaît tout le monde. Les 7 millions sont virés, on lève notre dispositif, on retourne en caserne. Économie, le Maroc et le Nigeria veulent d'un gazoduc pouvant les relier. À cet effet, les dirigeants des deux pays ont fait hier à Rabat le lancement de l'étude de faisabilité du projet Horace Adjodji. Le Maroc et le Nigeria ont officiellement lancé lundi à Rabat l'étude de faisabilité d'un méga-projet de gazoduc reliant les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Les gens ont vu aujourd'hui qu'il y a de la crédibilité dans cette action. Il y a moins de 6 mois, c'était une annonce. Aujourd'hui, on lance les travaux de faisabilité avec un échéancier bien clair. Des responsables des deux pays ont signé un protocole d'accord au cours d'une cérémonie au Palais Royal de Rabat en présence du roi Mohamed VI et du ministre nigérian des Affaires étrangères Geoffroy Onyeama. Selon cet accord entre la compagnie pétrolière nationale nigériane et l'Office national des hydrocarbures et des mines marocain, l'étude de faisabilité du projet prendra 1 an sous la supervision d'un comité de pilotage géré par les entreprises publiques. L'annonce de ce méga-projet avait été faite début décembre à l'occasion d'une visite de Mohamed VI à Abuja où il avait rencontré le président nigérien Muhammadu Buhari, marquant ainsi un net réchauffement des relations entre les deux pays. Ce gazoduc doit parcourir près de 4000 km et traverser une dizaine de pays pour à terme être connecté au marché européen selon ses promoteurs qui y voient un modèle de coopération sud-sud. Il pourrait bénéficier à 300 millions d'habitants et changer le visage de cette partie du continent selon eux. Le projet apportera beaucoup d'avantages. Avant tout, il va promouvoir une plus grande coopération interafricaine, il va créer des emplois dans ces pays et il va créer un marché très lucratif en Europe. Les relations entre Rabat et Abuja ont longtemps été distinctes en raison du soutien du Nigeria au Front Polisario qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, territoire contrôlé et considéré comme sien par le Maroc. En France, l'heure est à la formation du nouveau gouvernement, celui d'Édouard Philippe. La composition de son équipe devrait être dévoilée ce mardi et on rappelle que c'est ce lundi que l'identité du nouveau Premier ministre de France a été révélée. C'était à l'occasion d'une brève annonce faite par le secrétaire général de l'Élysée. L'Élysée qui a porté donc son choix sur Édouard Philippe, un homme de droite pro-Juppé. Et dans la foulée de cette nomination, il y a eu à Matignon la passation de pouvoir
entre Édouard Philippe, que vous voyez, descend donc de son véhicule, et Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Je vous propose d'écouter les deux hommes. Je quitte la responsabilité qui est la mienne après 5 ans d'exercice des responsabilités ministérielles avec un sentiment de fierté. Je quitte la responsabilité qui est la mienne en homme de gauche, avec mes convictions, avec les valeurs qui ont été forgées tout au long d'une éducation et d'une expérience politique, la loyauté, la fidélité, le respect de ceux qui ont ancré des courants de pensée dans l'histoire, ont constitué une boussole, au même titre que le sens de l'État, car dans l'exercice des responsabilités qui auront été les miennes, et notamment dans les épreuves terribles que nous avons traversées, la passion de l'État et le sens de l'État auront été ma force et ma seule boussole. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite, par amitié, par amour de notre pays, par amour de la République, le meilleur dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche. Je n'avais pas non plus de doute là-dessus. Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite, ce qui ne vous surprendra pas, je le sais. Et pourtant, comme vous, je sais que, alors même que vous êtes un homme de gauche et que je suis un homme de droite, nous avons l'un pour l'autre de l'estime. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Premier ministre, combien vous avez constitué un exemple, au-delà de désaccords qu'il nous est arrivé de formuler, mais un exemple de caractère. Et sachez bien qu'au jour où je prends ici ces fonctions, j'ai moi aussi une pensée pour ceux qui constituent des exemples, une pensée évidemment pour un de vos prédécesseurs, Alain Juppé, auprès duquel j'ai beaucoup appris, je crois. On a aussi noté pour vous la première visite à l'étranger d'Emmanuel Macron. Le président français s'est rendu hier en Allemagne chez la chancelière Angela Merkel. Cela devait être une simple visite diplomatique, la réception à la Maison-Blanche par Donald Trump du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, mais cette visite suscite de nombreuses polémiques. De plus, Donald Trump se retrouve dans la tourmente. Il est accusé d'avoir divulgué des infos classifiées à son hôte. Selon le Washington Post, il a évoqué des renseignements concernant une opération du groupe État islamique en préparation. La Maison-Blanche a tenté de régler le problème en étant évasif, selon AFP. Du sport, pour mettre un thème à cette édition, on vient de l'apprendre, Noélie Yarigo s'est qualifiée pour la finale du 800 mètres à Bakou en Azerbaïdjan. C'est dans le cadre des Jeux de la solidarité islamique. On rappelle qu'elle avait disputé les demi-finales du 800 mètres des JO 2016. C'était au Brésil. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.